Donc il m'appelle, c'est un lundi matin, je suis en train de travailler à mon bureau, il m'appelle, je décroche, je dis tout va bien, c'est un peu surprise qu'il m'appelle, et il me dit non écoute ça va pas bien, j'ai perdu mon boulot. Là ça va à 10 000 à l'heure parce que du coup vous avez pas la green card encore. Voilà. Et son visa dépend de la boîte toujours. Exactement, visa qu'on était allé renouveler en décembre à Paris, et donc là on se dit ça veut dire moi je savais qu'on avait 60 jours pour quitter le territoire, et là je me dis waouh. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Marie Barraud a grandi en Polynésie, dans un décor de carte postale. Mais très tôt, elle a compris que sa vie serait ailleurs, et sans doute souvent en mouvement. À 23 ans, elle prend son petit copain de l'époque entre quatre yeux en lui disant « Écoute, t'es gentil, on est en train de s'attacher, mais si toi, la vie, tu la vois pas à l'étranger, alors vaut mieux pas qu'on continue parce qu'on va se faire du mal. » Quelques mois plus tard, les amoureux s'envolent pour le Michigan, direction Détroit. Étienne, celui qui est désormais son mari, y a trouvé son premier VIE, volontariat international en entreprise, et Marie suit le mouvement avec grande joie. Elle pense partir pour 1 an et finalement, elle va rester là-bas pendant 7 années. Entre-temps, elle déménage 5 fois, change de job, fait 2 enfants, vit une pandémie, traverse un licenciement et finit finalement par dire oui à une nouvelle vie, cette fois-ci au bord d'un lac allemand. Dans cet épisode, Marie partage ce que ça fait concrètement de construire sa vie et une carrière loin de chez soi. Si tant est qu'on sache vraiment d'où on vient. Ce que ça coûte parfois et ce que ça offre aussi. Elle parle de décisions prises vite, de valises jamais complètement défaites, de ces moments où l'on avance parce que il faut, et de ceux où finalement, on doit choisir. C'est une histoire sans prétention, mais pleine de nuances. Celle d'une femme qui ne dramatise rien, ne théorise pas, mais simplement raconte ce que ça fait d'être en route. Encore. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go, direction le Colorado, dans mon jardin plus précisément. Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. Et j'ai 2 enfants de 4 et 1 an. Et je suis mariée à Étienne depuis 7 ans. Ça coïncide avec notre arrivée aux États-Unis. C'est étroitement lié. Et on est ensemble depuis 10 ans. Et je travaille dans l'industrie depuis que j'ai commencé à travailler en sortie d'école. Et j'aime beaucoup voyager. Mais plus que voyager, j'aime vivre à l'étranger et être confrontée à d'autres cultures depuis que je suis toute petite. Mais oui, parce que tu es déjà passée dans le podcast il y a très 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 longtemps. Oui. On avait parlé justement des enfants expatriés. Tu veux nous raconter où tu as grandi ? Ouais, c'était il y a 5 ans, l'enregistrement pendant le Covid. J'ai grandi... Alors j'ai passé 1 an en Guadeloupe et je me rappelle absolument pas. D'accord. Donc j'étais assez petite, j'étais vraiment petite. T'es originaire de quel coin là-bas ? Je suis née dans le sud de la France, à Carcassonne, mais j'ai très peu vécu. D'accord. Ça a juste été un port d'attache pour ma famille, donc on y revenait régulièrement en vacances. Et on avait une maison dans le sud de la France. D'accord. Mais j'ai pas vraiment vécu. J'ai passé 1 an en Guadeloupe et après j'ai passé 4 ans en Polynésie française sur 2 îles différentes. D'abord un atoll qui s'appelle Rangiroa et puis ensuite une île haute qui s'appelle Raiatea qui est dans un autre archipel. T'avais quel âge quand t'es partie là-bas ? J'avais de mes 4 à 8 ans. D'accord. Donc, et ces 4 années ont été vachement fondatrices. Au-delà, forcément la Polynésie française c'est assez exceptionnel, mais au-delà du côté carte postale que les gens, l'image que les gens ont, c'est surtout d'être confronté à une culture si différente, à un âge où c'est des années qui sont, toutes les années sont formatrices, mais 4-8 ans, c'est un âge. C'est un âge où j'ai appris énormément de choses. Et tu te construis, tu te découvres toi-même en fait. Ouais, voilà. Ces 4 années-là ont eu un gros impact sur le reste. Alors, tu nous disais, ça fait 7 ans que tu es aux États-Unis, ça fait 7 ans que tu es mariée à Étienne. Elle ressemblait à quoi ta vie avant ça en fait ? Donc, vu que tu as 30 ans, j'imagine que tu sortais à peu près d'école à ce moment-là ?
Ouais, exactement. Je finissais mon master à Lyon, en école de commerce. J'ai fait un master en alternance. Quand j'avais rencontré Étienne, donc 3 ans avant qu'on parte pour les États-Unis, très très rapidement, on a discuté du fait que moi j'avais très envie de partir à l'étranger. Et tu penses que c'était cette première graine en fait qui avait été plantée en toi quand tu étais petite? Tu avais envie de repartir revivre ça? Ouais, je pense. Et en fait, j'étais repartie ma première année d'études. Je suis partie en Nouvelle-Zélande. D'accord. Pendant c'était censé être 6 mois. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit non, il faut que j'aille au bout de cette expérience. Il faut que je reste. Donc, j'étais restée 1 an de plus. D'accord. J'ai fait 6 mois en Nouvelle-Zélande et puis après 6 mois en Australie pour des raisons de visa. Donc, j'ai fait 1 an et demi en Océanie. Et donc, après, je suis rentrée à Lyon. J'ai terminé mes études parce que par contre, cette expérience là-bas m'a vraiment renforcée dans l'idée qu'il fallait que je fasse des études pour choisir un métier qui me plaisait. Parce que j'ai travaillé en restauration et c'était super dur, physiquement. Tu faisais quoi? Mentalement. J'étais serveuse. D'accord. Mais c'était... Ça, c'était quoi? C'était j'étais pas un VIE, un... Working Holiday ouais, Visa. Ouais, un PVT. PVT, ouais, voilà, ça. C'est ça. Ok. C'est ça. En Australie, en Nouvelle-Zélande, puis en Australie. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, ok, je sais pourquoi je fais des études maintenant. Ouais, voilà, c'était, il faut que je trouve quelque chose qui me plaise. Ça m'a plu. Hein. J'ai appris à parler anglais comme ça. J'ai vachement... Avec l'accent de l'Océanie, du coup. Ouais, avec l'accent néo-zélandais, australien. Tu nous le fais ou... Apparemment, je l'ai un peu perdu. Donc, mais ouais, j'ai appris vachement de ce côté-là. Et puis même d'un point de vue personnalité, d'aller déposer des CV, de faire du porte-à-porte, de poser son CV, d'avoir plein de rejets, je sais pas si c'est le mot, mais d'échecs, refus, voilà, de refus, d'échecs. Donc ça m'a vachement appris de ce côté-là. Mais donc je suis rentrée à Lyon en me disant, ok, maintenant je sais pourquoi je fais mes études et j'ai vraiment envie de choisir quelque chose qui va me plaire et où je vais m'épanouir. Et donc j'ai choisi l'alternance parce que par contre, comme j'avais mis un pied dans le monde professionnel, c'était super dur de revenir et d'être seulement étudiante, donc plus de salaire. Et puis ça te permet aussi de tester justement différents trucs et de voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas comme métier. Ouais. C'était aussi une des raisons. Je pense que c'était secondaire, mais c'était aussi une raison. Et du coup, j'ai eu un poste j'étais dans un oiseau qui veut participer. Commercial. J'étais dans le commercial en développement international. Donc, d'accord. J'avais quand même gardé le lien avec l'international. J'allais au Mexique et aux États-Unis régulièrement pendant mon alternance, ce qui était une chance folle à l'époque. Ouais, tu m'étonnes. On était encore étudiante. Ouais. Je sais pas si je me rendais complètement compte à l'époque. Je ratais des cours parce que j'étais en déplacement professionnel. Trop bien. Ça faisait sourciller un petit peu les profs et puis les autres élèves, mais non, c'était une chance énorme. Et donc, quand j'ai rencontré Étienne, je lui ai dit, par contre, moi, à la sortie de mes études, j'ai fait des études, j'ai fait 5 années d'études internationales, c'est pour pouvoir repartir. Ouais. Et lui, il était on board là-dessus? Ouais. En fait, c'était un peu une condition où je lui dis, voilà, on est en train de s'attacher, mais si ça, c'est quelque chose pour toi qui est pas envisageable, faut qu'on arrête parce que on va juste se faire du mal pour rien, quoi. Donc, lui, il avait fait 8 mois en Angleterre en stage et il avait adoré, mais il avait, stage à Londres, donc il avait pas pu vachement profiter parce que, financièrement, c'était super tendu. Super cher, voilà. Donc, c'était un projet, quoi. Il avait ça toujours en se disant, j'aimerais bien le refaire dans des conditions différentes. Et donc, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, feu, quoi. Finis ton master et puis on y va. Et alors, tu t'y prends comment en sortant de master? Parce que tu vois sur, les groupes Facebook, notamment de Français en Amérique du Nord, il y a souvent des gens qui viennent te dire, j'aimerais bien partir aux États-Unis. Et généralement, ils se font un peu envoyer bouler, hein, parce que les Français sont pas toujours super gentils. Je trouve ça super dur. Souvent. Ouais. C'est, mais si t'as pas de visa, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer. Du coup, comment est-ce que tu t'y prends pour avoir un visa? J'imagine qu'il faut d'abord trouver la boîte. Enfin, comment ça se passe? Ouais, alors on a commencé à s'y prendre 6 mois avant. En fait, on savait que moi, mon master se terminait en juillet 2018. Donc en janvier, on s'est dit, ok, on lance les hostilités. 2018 Oui, 2018. D'accord. Janvier 2018. Ça fait déjà 7 ans, la vache. Ouais, ça fait 7 ans. Donc janvier 2018, on s'est dit, 6 mois avant, ça paraît être le bon timing. Ouais. On a attaqué un peu par des deux côtés. Donc Étienne, mon mari, cherchait un travail de son côté. Et moi, je cherchais aussi des opportunités. Ouais. De mon côté, c'était plutôt des VIE. J'avais... en moins de 30 ans. Voilà, cool, j'avais moins de 30 ans. Souvent, en master d'école de commerce, il y a
généralement, les profils, c'est pas mal soit ingénieurs qui sortent d'école d'ingé ou bien école de commerce, souvent. D'accord. Bon, il y a certainement d'autres profils qui sont recherchés, mais... Donc, c'était un peu les deux biais qu'on cherchait, tout en sachant que Étienne a 6 ans de plus que moi, donc forcément plus senior, donc des salaires plus intéressants. Et en VIE, selon les régions du monde, ça peut être compliqué de vivre à deux sur un salaire de VIE. C'est clair. Tout dépend d'où tu vas, quoi. Et donc on est parti comme ça. Donc Étienne a passé énormément d'entretiens pour ça partait dans tous les sens. Manille aux Philippines, ça c'est un des process qui a été le plus avancé. Et Dubaï, il y avait Houston. Et moi de mon côté, il y avait Abu Dhabi en VIE et Houston aussi en VIE. D'accord. Et en fait, Mais en fait, rien de tout ça. Non, et en fait, rien de tout ça. En fait, un jour, Étienne est rentré, il m'a dit, écoute, j'ai une touche à Détroit. Ouais, il a quelque chose à dire. Soit il est pas d'accord, soit il est d'accord, je sais pas. Du coup, un jour, il est rentré, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de Détroit? Je dis, mais Détroit, attends. Detroit. Ouais, c'est ça. Je dis, c'est la région des Grands Lacs, et c'est à peu près tout ce que je sais. Ouais. Si, j'aime beaucoup Industrie Eminem. automobile, un peu. Eh pas trop. C'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé. D'accord. Non, c'était Eminem et les Grands Lacs. Ok. Donc, assez sommaire. On a les références qu'on a. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, les États-Unis, on l'avait pas trop envisagé parce qu'on savait à quel point c'était compliqué d'un point de vue immigration. D'accord. Et du coup, on s'était dit, on n'a pas envie d'investir des heures et des heures pour potentiellement pas réussir à partir là-bas. Donc, on avait plus le Canada en tête et beaucoup l'Asie, un petit peu les Émirats. Et donc, voilà, le process allait rapidement. Je crois qu'en un mois, on avait une proposition. Ah ouais. Ça a été un peu plus long pour avoir un rendez-vous à l'ambassade. Et puis voilà, je crois qu'on a obtenu nos visas en juin, quelque chose comme ça. Et puis il a fallu se marier. Ouais, ah oui, parce que du coup, donc toi, à ce moment-là, t'as pas encore trouvé de VIE. Donc là, vous dites, OK, go, on y va sur le contrat qu'on propose à Étienne. Mais vous êtes boyfriend, girlfriend, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Il est rentré un jour, il m'a dit, bon, par contre, il faut qu'on se marie. C'était pas spécialement dans nos plans. Étienne, c'est quoi cette proposition? Il va falloir qu'on discute. Ouais, en fait, on n'était pas trop... Après, on nous dit que les Français sont romantiques. Ah, d'accord. Ouais, non, pour le coup, non. Non, c'était pas du tout romantique. Non, on n'avait pas prévu de se marier et on s'est vraiment mariés pour le visa, pour le coup. D'accord. C'était pas... Vous avez fait ça très rapidement ou vous avez quand même essayé de faire un truc un peu... Non, alors on a fait une fête avec juste nos amis très proches, mais on était 40 et c'était... C'était très bien. Voilà, c'était très bien parce que comme c'était vraiment pas du tout quelque chose qu'on voulait à la base, on voulait pas se marier. Vous vouliez pas vous marier du tout? C'était juste pas le moment dans votre relation? Non, on voulait pas se marier du tout. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. On avait prévu de pas se marier, donc du coup on l'a vraiment fait pour le projet aux US. Parce que les US reconnaissent pas le concubinage ni rien et tout quoi. Voilà. Ok. Et en parallèle, j'ai eu j'étais dans une entreprise, une PME avec qui j'avais fait mon alternance. Ils m'ont proposé un VIE en fait à Houston. Et en fait, au début, on s'est dit, voilà, moi j'accepte le VIE à Houston et toi, tu... Un peu l'opposé, voilà, Houston, Détroit dans le pays, quoi. C'est le même pays, mais c'est quoi? C'est raisonnement à l'européenne. 20 heures de route? Ouais. Ouais, c'était un raisonnement à l'européenne qu'on se dit, si, c'est faisable. Ouais. Puis en fait, quand on a commencé à regarder, on s'est dit, non, si on part tous les deux sur un projet commun et que toi, t'es au Texas et moi au Michigan, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc ensuite, mon entreprise m'a dit, t'as qu'à faire le VIE depuis le Michigan et puis tu te déplaces au Texas. Ah. Et en fait, on s'est dit que potentiellement, j'allais me fermer à beaucoup d'opportunités aux États-Unis. Donc, on a pris le risque. J'ai refusé le VIE et on s'est dit que je trouverais sur place. Donc, on est parti avec un emploi et moi, le but, c'était de trouver sur place. D'accord. Trop bien. Alors, tu disais que tu connaissais pas grand-chose de Détroit, du Michigan. Étienne, peut-être pareil. Tu connaissais un petit peu les US parce que tu avais fait des déplacements aussi là-bas. Mais comment est-ce que, tu vois, une fois que vous obtenez le visa par Étienne, le visa spouse, du coup, pour toi, comment est-ce que vous vous préparez à cet atterrissage? Est-ce que vous y allez un peu genre YOLO ou... Un peu, ouais. Quand je compare avec aujourd'hui, du coup, ce qu'on est en train de préparer, oui, c'était un peu... En fait, ça allait très vite parce qu'on a obtenu nos visas en juin. On s'est mariés en juillet. Moi, du coup, j'ai obtenu mon visa. Ah, t'as eu le visa avant d'être mariée? Non, Étienne l'a obtenu avant qu'on soit mariés. Et moi, du coup, j'ai dû retourner à l'ambassade 15 jours après notre mariage. Et on est parti le 31 août. Donc, ça a été très rapide. Et on est parti avec 2 valises chacun et un bagage cabine. Donc, on est parti... On est parti, ça fait toujours rire tout le monde. Une des choses qu'on a pris dans nos valises, c'est nos oreillers. Sérieux?
Parce qu'on était super attachés à nos oreillers Tempour. On les a mis dans nos valises. Voilà, avec le recul. Les petits vieux de la vingtaine, en fait, qui voyagent avec leur oreiller. Avec le recul, c'était peut-être pas le choix le plus important. Mais... ça prend de la place. Mais avoir un bon oreiller, c'est vachement important. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, s'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on dorme bien. Donc on n'était pas... Après, on n'avait pas d'enfants. C'est différent quand on part en couple comme ça, à deux, avec... Tu dis, ça ira, quoi. Ouais, c'est ça. En fait... Moi, quelques années avant, j'étais partie en Nouvelle-Zélande avec mon visa travail, mais sans boulot. Et ça avait marché, donc on partait assez serein. Confiant, ouais. Et on avait fait quelques recherches. Par exemple, on avait déjà un peu trié les condos, les appartements, voilà, un petit peu regardé en ligne, ceux qui étaient bien notés, ceux qu'il fallait éviter. Voilà, ce genre de choses, on avait regardé, mais c'était à peu près tout, quoi. D'accord. Et du coup, vous atterrissez où ? Enfin, tu vois, vous arrivez à Détroit, mais je sais pas, est-ce que la boîte d'Étienne vous aidait un peu à vous installer ou est-ce que vous avez fait, je sais pas, de l'hôtel, le temps de trouver, je sais pas, le coin de Détroit qui vous branchait, ou comment ça s'est passé ? Ouais, on a fait 2 semaines d'hôtel. Donc l'entreprise d'Étienne nous a payé 2 semaines d'hôtel. Sympa. Ouais, heureusement. 2 semaines ou 1 mois de voiture de location, quelque chose comme ça. Donc on avait les basiques en arrivant. Ouais. C'est cool de pas partir de complètement zéro, quoi. Ouais, non. T'as l'impression de partir de zéro, mais avec le recul, c'est quand même pas rien. ouais, puis surtout, tout coûte super cher ici aux US, quoi. Ça. Bon, et encore, vite. À l'époque, c'était pas aussi, pas autant le cas qu'aujourd'hui, depuis que le Covid est passé par là, mais 2 semaines d'hôtel, 1 mois de voiture, ça va très vite, quoi. Bien sûr. Surtout qu'il y a vachement de dépenses au début quand on s'installe. Bien sûr. Donc on avait un point de chute en arrivant. On était un peu aidé par la société, donc c'était ça a bien aidé. Et puis après c'est allé assez vite, quoi. Moi je travaillais pas, donc j'avais vachement de temps pour gérer beaucoup de choses. Je parlais anglais couramment, donc ça aide beaucoup, quoi. Avec ton accent néo-zélandais. Voilà. Pas eu de problème de compréhension. Beaucoup de gens me demandaient si j'étais et toujours d'Afrique du Sud. Ah ouais. Donc je sais pas, ça doit être un mix de l'accent français et néo-zélandais qui donne un accent afrikaners. D'accord. Faut que j'y aille du coup. Et donc du coup après ça se met vite en place, quoi. Trouver un appartement, ça a été assez facile. Trouver une voiture, je pense que ça reste une de nos expériences aux États-Unis la plus frustrante. Ah ouais, pourquoi ? Juste le tour des concessions. Le cliché du salesman, du car salesman. J'ai pas eu des très bonnes expériences avec ça, moi. Ouais, je crois, mais on en a beaucoup parlé avec des amis et ça reste un des points. Nous, on s'est retrouvés à acheter une voiture qui en fait avait un problème moteur alors qu'on l'a acheté en concession et qui était un problème. Enfin, il y avait eu des rappels sur cette voiture-là. Enfin, donc ça, c'était un peu pénible. Il y a d'autres chocs. Aller faire son numéro de sécurité sociale. On avait choisi un bureau qui était dans un quartier. Un bureau ou un appart ? Comment on appelle ça ? Un bureau du SSN. Le branch, une bureau de la sécurité sociale, ouais. Qui était dans un quartier assez pauvre et défavorisé. Et donc, le bureau de la sécurité sociale était représentatif. Donc, à ma droite, j'avais une dame qui avait des marques de seringues sur le bras. Et là, tu t'es confronté à... Et je sais que ça existe en France, mais où tu es peut-être un peu moins confronté en France à tout ça. Moi, aux USA, ça a été un des gros chocs. Les premières semaines, c'était les dents des gens. C'était vraiment Mais les dents aux États-Unis, c'est un signe extérieur de richesse. C'est ça, exactement. Ils en prennent très très soin, mais ça coûte très cher, donc du coup, c'est pas pour tout le monde, quoi. Et du coup, tu vois immédiatement les personnes qui ont juste pas les moyens et qui ont et qui perdent des dents, ils se déchaussent les dents. C'est ça, ou des gens qui ont l'air d'avoir à peine 50 ans et qui marchent, qui ont du mal à marcher. Et ouais, tu vois vraiment. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a choqué en arrivant. C'était vraiment le système à 2 vitesses. Donc ouais, tous ces petits chocs, quoi. Tu te sens hyper privilégié, j'imagine, à ce moment-là. Bah ouais, ouais, forcément. Et puis ça, je pense qu'on n'en avait pas autant conscience à l'époque. Depuis, on en a fait les frais, mais le côté pas de filet de sécurité par rapport à l'emploi, tout ça, qui est de ce côté-là en France, c'est assez confortable sur ce côté-là. Ouais. Et ça te confronte à une autre façon de fonctionner. Ouais.
T'es obligé d'être sûr de tes choix ou enfin comment est-ce que tu vis du coup cette prise de risque? Parce que quand tu dis il y a pas de filet de sécurité, du coup c'est aussi bien sur la santé, aussi bien sur les contrats de travail qui sont at will, donc tu peux en fait te faire dégager du jour au lendemain sans aucune indemnité d'ailleurs. Enfin ils te doivent rien, tu peux en avoir mais ils te doivent rien. J'arrive plus à parler. Ouais, du coup nous ce qu'on a fait, c'est que très vite on s'est dit qu'il fallait qu'on mette de l'argent de côté. On avait discuté à l'époque avec un conseiller financier qui nous avait dit qu'il nous fallait 6 mois. De loyer, de vos frais courants. 6 mois pour et on s'était dit waouh 6 mois c'est énorme. Et puis du coup on a fait ça, ça nous a donné un peu un sens de sécurité. Et puis au bout de 3-4 mois, j'ai reçu à l'époque, il fallait encore une autorisation de travail pour travailler qui n'existe plus maintenant, mais donc du coup ça en tant que visa épouse, tu veux dire visa épouse, voilà. Donc pendant 4 mois, j'ai pas pu travailler. Tu faisais quoi du coup? Donc tu as l'installation, tu disais qui prend pas mal de temps. J'ai géré l'administratif au début et ensuite j'ai géré le social. Donc rencontrer plein de monde. Ah ouais. Voilà. Essayer de vous installer en fait vraiment dans la communauté. Nous faire un cercle parce que ça a toujours été plutôt mon côté que celui d'Étienne, mais en plus Étienne en fait il avait un travail qui est vachement demandant d'un point de vue, il a énormément d'interactions toutes les journées et du coup le soir souvent il rentre et il est lessivé. Donc c'était bien que ce soit moi. C'est dur d'aller discuter avec des gens qui connaissent pas. Voilà, donc c'est moi qui me suis occupée de ça et c'était chouette avec le recul d'avoir ces 4 mois. Même si à la fin, je commençais à en avoir marre. Je venais d'avoir mon master, j'avais qu'une envie, c'était de commencer. Mais c'était pas mal, au final, d'avoir ces 4 mois pour atterrir. Et ensuite, j'ai commencé à chercher un travail. D'accord. Donc t'as pas commencé tant que t'avais pas ton autorisation, parce que tu sais pas quand elle va arriver en fait. Donc j'ai commencé vaguement et en fait à chaque fois les recruteurs me disaient oui mais le démarrage c'est dans 2 semaines quoi parce que ça c'est pareil, c'est super différent de la France. Comme il n'y a pas de préavis pour partir, j'explique pour les gens qui connaissent pas forcément. Quand on cherche à recruter, je parlais avec mon frère il y a pas longtemps et il me disait oui non nous actuellement on fait des recrutements pour septembre-octobre. Je dis ah bon, mais c'est vachement tôt. Il me dit bah non parce que les gens ils vont prendre leurs vacances, ils ont leur préavis de 3 mois à poser, etc. Ici ça n'existe pas quoi. Ouais c'est très particulier. Et au début je me disais si je veux commencer à travailler en janvier, je commence à chercher en octobre, ça me semble. Et en fait beaucoup de recruteurs me disaient non mais ça sert à rien. Et je me suis vite rendu compte que je perdais un peu de temps. Donc j'ai essayé d'être un peu active, de me créer un réseau sur LinkedIn ou via. Il me semble que j'avais participé à des événements de la Chambre franco-américaine, ce genre de choses. Mais j'ai vraiment commencé une fois que je savais pour sûr que je pouvais travailler. D'accord. Et alors tu cherches dans quoi? Tu t'y prends comment? Je cherchais à l'époque en marketing et en commercial. Et j'envoie des tonnes de CV sur LinkedIn et Indeed. D'accord. Vraiment, j'y passe des heures. Je me levais le matin et je faisais ça pendant 3-4 heures. Et puis après, le reste de la journée, j'essayais de faire autre chose pour pas non plus complètement disjoncter. Et j'ai commencé, j'ai trouvé rapidement, au bout de 2-3 semaines, j'ai trouvé un premier emploi. Ouais, c'est l'avantage de Détroit, c'est que c'est un bassin d'emploi super dynamique. D'accord. Et on s'en rendait compte à l'époque. Et depuis qu'on habite à Denver, encore plus. C'est vraiment super dynamique par rapport à Denver, par exemple. Il y a vachement d'industrie. Il y a l'automobile. Et puis en plus, après, il y a tout ce qui gravite autour de l'automobile, qui fait que... Les équipementiers, les trucs comme ça. Les équipementiers, et puis même un peu des industries... par exemple, mon entreprise, je travaille pour Rolls-Royce Power Systems. On fait des moteurs et des générateurs pour l'industrie. Et en fait, c'est le fait que le siège américain soit à Détroit, c'est des compétences qui sont assez transférables de l'automobile à des moteurs industriels. Ouais. Donc il y a vachement d'entreprises comme ça qui gravitent autour de l'automobile. Et il y a vachement de boulot, quoi. C'est super dynamique. Cool. Donc du coup, tu trouves ton premier taf? Ouais, je trouve mon premier taf et douche froide. Ah merde. Je pense qu'il y a eu une incompréhension... culturel, j'avais pas compris. En fait, c'était du staffing. Donc en gros, il fallait l'intérim, tu veux dire? Voilà, il fallait que je vende de l'intérim. Donc que je place des intérimaires. Oui, donc rien à voir avec ce que je voulais faire. Ouais. Chez General Motors. D'accord. Donc le constructeur automobile. Et donc déjà, donc premier jour, j'arrive dans ce bâtiment. C'est un bâtiment qui était resté dans les années 60, super froid et ouais, déjà première vibe, j'arrive dans le bureau, je me dis waouh. Ouais, tu te sens pas à ta place. Les vieilles moquettes, enfin voilà, donc déjà dans les films des années 60. Ouais, vraiment. Et puis je rentre dans le bureau et c'était de l'intérim, c'était des gens qui faisaient beaucoup c'était des développeurs et du UI UX.
Et donc, c'était une salle avec, je sais pas, une trentaine de PC, une trentaine de donc personnes. c'est l'open space. Voilà, c'est ça. Et j'arrive, je dis bonjour, personne me répond. C'est pas vrai. Je me dis waouh, ok. Bienvenue. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai mes premiers points avec mon manager qui m'explique qu'il faut que j'aille me former en Inde pendant 3 semaines, ce qui n'avait pas du tout été discuté pendant le... Surprise. C'est ça, pendant le... Donc pourquoi pas, enfin moi en plus je me dis génial. Mais il fallait que j'aille en Inde, que je sois formée et j'allais travailler de nuit là-bas. Parce qu'en fait, ils travaillent sur les horaires des États-Unis. Ah ouais, d'accord. Et en plus, j'avais de la visite qui arrivait. Et donc, je me disais, mais on peut pas décaler d'une semaine, juste le temps que... Et c'était non. Enfin, c'était en fait plein de choses. Zéro flexibilité. Ouais, je pense que si ça avait été des choses dont on avait discuté pendant les entretiens, le recrutement. Voilà, le recrutement, ça aurait été différent. Et donc, je tiens 2 semaines. Ouais. Je me fais une super copine. C'était quand même, il y a quelqu'un qui te dit bonjour. Voilà, la seule, c'était une UX designer qui, elle, était d'origine indienne, mais qui était née aux États-Unis et qui avait passé toute sa vie aux États-Unis et qui était, pour le coup, super solaire et super chouette. Et je partageais mon bureau avec elle. Et on s'est marré pendant 2 semaines. Heureusement qu'elle était là. Et en fait, un matin, je me suis levée. Je me suis dit, non, mais c'est pas ça que tu veux faire. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, au début... en discutant avec Étienne, je me dis faut juste que je prenne du temps et que je cherche autre chose. Et quand j'ai autre chose, je pars. Mais le problème, c'est que je passais toute ma journée à travailler. Ouais, ça te bouffe tout ton temps. Donc voilà. Tu cherches du boulot quand, fait, tu fais quand les entretiens. Voilà. Donc du coup, au bout de 2 semaines, je suis allée le voir. J'ai dit, écoute, je suis désolée, c'est pas pour moi. On s'est mal compris, quoi. Donc je suis repartie. Et puis heureusement, j'étais un peu dépitée là. À ce moment-là, je me suis dit mince. Je veux... Ouais, c'est des illusions, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais contente d'avoir trouvé quelque chose si rapidement, puis en fait, ça l'avait pas fait. Et au bout d'1 semaine ou 2 semaines, j'ai trouvé un travail en marketing comme analyste chez Magna, qui est le premier équipementier, le premier fournisseur automobile dans le monde, et qui est une énorme boîte. Et j'étais dans leur division, ils font les phares de voitures. D'accord. Et c'était super. Là, pour le coup, j'étais... On t'a dit bonjour quand t'es arrivée? On m'a dit bonjour. Je suis arrivée. C'était un autre milieu, c'était l'industrie. Il y a aussi des côtés moins sympas, mais c'était différent. C'était, pour le coup, j'avais mon expérience. En fait, je pense que j'avais envie d'une expérience très corporate à l'américaine. Donc là, j'étais dans une entreprise de 170 000 personnes. Enfin, c'est impressionnant quand tu viens de finir tes études et tu commences dans un gros groupe comme ça. Tu disais que t'es dans une petite PME en plus en France, donc la différence. Est-ce que tu saurais nous parler justement, je sais pas, des différences corporate France versus US, ce que t'as constaté, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé, ce qui t'a surprise ou pas du tout? Ouais, alors j'ai travaillé que 2 ans en France et en alternance, donc mon expérience en France est assez limitée. Bien sûr. Mais je pense que une des choses après 7 ans ici que j'apprécie, c'est et qui au début me choquait un petit peu, mais en fait je m'y suis faite, c'est que tu vas au travail, tu fais ton travail, puis tu rentres chez toi. Et il n'y a pas de lunch qui dure 1h30, 2 heures. Il n'y a pas de pause café x10. Et au final, c'est... Et la pause café, tu ramènes le café à ton bureau, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu travailles en buvant ton café. Et au début, c'était un peu un choc où je me disais, waouh, mais comment tu te fais des amis, Et puis en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon premier, par exemple, c'était génial de pouvoir me dire, je commence à bosser à 7h, à 16h, je suis partie et je suis avec mon fils à 16h30. Et à côté de ça, je peux continuer à... Et personne t'emmerde après, quoi. C'est ça, je peux continuer à avoir ma carrière. Et quand on parle avec nos amis en France, qui ont des postes un peu équivalents, c'est pas la même chose, quoi. Ils sont pas avec leurs enfants avant 18h30, 19h. Et si tu pars à 16h, on te demande pourquoi t'as posé ton après-midi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ils commencent à travailler plus tard le matin aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec des enfants en bas âge, de ce côté-là, je me retrouve plus sur le rythme ici. Moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé, justement, le boulot aux États-Unis. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je vois que le terrain de baseball en bas, il y a quelqu'un qui a décidé d'amer le terrain, donc ça fait un petit peu de bruit. Je suis désolée. On est dehors sur la terrasse. Mais ouais, non, c'était. T'as presque l'impression en fait d'avoir une deuxième journée. En fait, tu vois, si t'arrives à commencer tôt. Bon après forcément il y a des boulots où je sais pas t'es en bureau d'accueil, tu peux pas commencer plus tôt pour finir plus tôt forcément, mais les jobs de bureau c'est assez chouette en fait. T'as cette deuxième journée où moi avant d'avoir des enfants j'avais l'impression que c'était cool en fait, je pouvais vraiment m'occuper de moi, je peux aller faire du sport, je peux aller faire mes courses, je peux aller faire ce que tu veux en fait, te chouchouter toi-même, et puis une fois que tu as les enfants tu passes effectivement plus de temps avec la famille, et c'est je trouve que c'est un équilibre. En fait, on dit souvent, tu sais, que les Américains, ils ne vivent que pour travailler et que les Français travaillent pour vivre. Enfin, c'est souvent un truc qu'on entend. Je le comprends par rapport aux vacances ou des choses comme ça. Certes, il y a moins de vacances ici dans le corporate américain, mais
au quotidien, je trouve que tu as un meilleur équilibre. En tout cas, un équilibre, moi, qui me va un peu mieux, entre la vie de famille et la vie professionnelle. Je sais pas si c'est un truc que tu partages. Ouais, complètement. Et du coup, moi, je me demande, parce que moi, je suis arrivée avec cette idée des États-Unis. Workaholic. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me demande, c'est même encore 7 ans après, d'où ça vient. Alors peut-être que si tu travailles à New York et que tu es trader à Wall Street ou que tu es avocat d'affaires. Toujours des exceptions, bien sûr. Du coup, est-ce que ça vient des films et des séries où on voit ce côté-là ? Parce que ce soit, du coup, on a habité dans le Midwest, dans le Michigan, puis ici à Denver, c'est pas du tout l'expérience qu'on a eue. J'ai fait 3 boîtes différentes et les 3 boîtes que j'ai fait. La culture d'entreprise est ouais. Et c'est vrai qu'avec des enfants en bas âge, oui, on a moins de vacances, mais en fait, ce qui compte avec des enfants en bas âge, en tout cas, ce qui nous va le mieux, voilà, c'est d'être disponible pour eux au quotidien et les soirs, on va les chercher vers 16h, 16h30, on va faire du vélo. Pour nous, en tout cas, pour notre équilibre, c'est super appréciable. Ouais, trop cool. Alors du coup, cette première ou première bis boîte, donc tu t'y plais, tu fais quelques années, vous continuez de vous installer dans le Michigan. À ce moment-là, vous partez en banlieue, c'est ça Ouais, au bout d'un an, on achète une maison. En fait, on avait pour projet d'acheter en France un investissement immobilier et on nous avait dit qu'on allait se rajouter des complications, sachant qu'on avait ce projet de départ à l'étranger et qu'il valait mieux par rapport aux impôts, des choses comme ça. Voilà, que ça allait nous rajouter. En fait, on était sur le point de partir, on allait partir 4 mois après et on nous avait conseillé de plutôt acheter là-bas, quoi. Donc, on a suivi ce conseil. On a acheté une maison en 2019, quelques mois avant le début du Covid. Et là, c'est chouette, c'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Bah, déjà, d'acheter sa première maison ou que tu l'achètes, c'est une étape. Ouais, c'est une énorme étape. Et puis voilà, c'était une maison de banlieue aux États-Unis, donc c'était rigolo. On l'a rénovée. On a refait beaucoup de choses dans la maison qui était un peu restée figée dans les années 60. Donc ça c'était chouette. Et puis le Covid arrive en mars 2020 comme tout le monde le sait et je perds mon boulot. Merde. Et là c'est un du coup c'est quoi, c'est layoff général Ouais, alors au début donc ils nous renvoient à la maison pour travailler de la maison, ça dure 2 semaines. Puis au bout de 2 semaines, ils me disent on va vous mettre en furlough. Alors je ne crois pas qu'il y ait de mot en français. C'est chômage technique, en gros. Ouais, voilà. C'est en gros, t'es encore employé, mais t'as plus de taf, donc t'es pas vraiment payé. C'est ça, exactement. Donc je travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais encore employée. Et puis 2 semaines après, il me semble, je me rappelle plus trop du timing, mais j'ai un rendez-vous dans Outlook qui m'est envoyé par les RH pour le lendemain de 30 minutes. Ouais. Et donc, à l'époque, j'ai un copain qui travaille dans les RH dans une boîte automobile à Détroit, et je l'appelle et je lui dis, mais je suis en train de perdre mon boulot, qu'est-ce qu'il faut que comment je prépare l'entretien de demain, quoi. Donc lui, il m'explique le concept de severance pay. Ouais. Donc c'est des indemnités de départ. Voilà, une indemnité de départ. Donc il m'explique, il me dit que si j'accepte l'indemnité de départ, après je peux plus rien contester. Ce qu'on dit généralement, c'est que il faut rien signer pendant l'entretien. Exactement. Il me dit, tu discutes, tu poses des questions, tu prends tout, tu demandes par email, tu réfléchis. Et tu prends le temps de regarder ça tranquillement après, quoi. Voilà. Donc voilà, sans surprise, le lendemain, je perds mon boulot. Ouais. Il m'offre 2 semaines de vacances payées et ensuite il me propose 1 mois de paye par année d'ancienneté, sachant que ça fait 1 an et demi que je suis dans la boîte. Le calcul est vite fait. Ouais. Donc, il me paye 1 mois. Heureusement, à l'époque, on a la chance d'être dans un État démocratique avec démocrate, oui, avec notre sœur Gretchen Whitmer, qui du coup met en place directement des aides. Et en fait, j'ai quasiment pas de perte de revenus. Je perds. Donc c'est des aides qui sont mises en place pour le Covid, en fait, pour les gens impactés par le Covid. C'est ça. Si tu perds ton travail du fait du Covid, tu as le chômage normal et en fait qui est majoré. Et donc je crois que je perds 15% de mon revenu. Donc donc c'est mieux pour que les étés pires, comme on dit. C'est ça. Franchement, pour les États-Unis, c'est clair. Voilà, c'est idéal. Il y a une date de fin, donc. T'as quoi, quelques mois ? Ouais, j'ai quelques mois. Je me rappelle plus exactement. Et en fait, il y a pas de boulot, quoi. Aucune boîte embauche. Enfin, c'est le désert pendant. Donc j'essaye tous les matins d'envoyer des candidatures et quand j'en envoie une par jour, c'est. Ah oui, parce que tu trouves rien. Il y a même pas d'offre, quoi. Non, il y a rien, quoi. Toutes les boîtes en fait sont en budget freeze et comme tout le monde dans le monde entier attendent de voir ce qui va se passer. C'est ça. Donc au bout d'un moment, je me dis bon là ton moral descend de jour en jour. Ouais. Fais une pause et attends que ça reparte parce que ça sert à rien. Étienne perd pas son boulot, donc ça, c'est une bonne chose. Sinon on aurait quitté les États-Unis à ce moment-là. Ouais. Et donc j'attends un petit peu. Tu fais quoi du coup ? Je rénove la maison. Je fais un road trip avec une copine. Alors ça paraît étrange pendant le Covid, mais
on va dans la nature, quoi. Ouais, On va c'est ça, faire les du grands camping, espaces, en même temps, t'es pas avec d'autres gens. Exactement. Donc je fais ça, c'est plutôt sympa. Je conduis toute seule du Michigan à Princeton pour aller la chercher. Ah ouais, d'accord. Ah oui, sympa. Ouais, donc je me fais mes Princeton, c'est à côté de New York, Ouais, voilà. C'est New Jersey ou non, Pennsylvanie? C'est New Jersey. New ouais. Jersey. Donc je fais 9 heures de route et puis après on se fait un road trip en Pennsylvanie, Ohio. Sympa. Ouais, donc voilà, j'essaye de me dire que ça sert à rien de m'obstiner, il y a rien qui Et puis en même temps, débloque. ce temps, c'est dur à voir quand on est en plein dedans, mais ce temps, en fait, tu l'auras pas tous les 4 matins, en fait, à avoir le temps de t'occuper de toi, de faire des trucs qui te font kiffer. C'est pas toujours facile de saisir l'opportunité, mais Ouais, puis c'est une période. À ce moment-là, on essaye d'avoir notre premier. Je fais une fausse couche à ce moment-là, après avoir essayé pendant pas mal de mois. C'est pas facile parce que du coup, c'est dur. Ouais, c'est ça. Et puis donc, je dois me faire opérer, avec toutes les mesures Covid, donc c'est assez. Tu vas te faire opérer suite à la fausse couche? Ouais, suite à la fausse couche, je dois me faire opérer. Donc heureusement, à l'époque, à une semaine près, on a de nouveau le droit d'avoir un accompagnant, donc Étienne peut être là avec moi. C'est juste une phase pas marrante, quoi. Ouais, tu m'étonnes. J'ai pas de boulot. Il y a beaucoup d'inconnus, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis en juillet, ça commence de nouveau à bouger un peu. Et en août, je trouve un travail dans l'automobile. Et donc t'as pas resté unemployed si longtemps. Enfin, 3 quand mois. on voit de maintenant, quoi, c'est. Ouais. Mais quand t'es en plein dedans, ça paraît énorme. Ouais, quand t'as pas de date de fin, ça paraît long. Et puis, du coup, on s'est retrouvés confrontés. Enfin, en fait, c'était la première fois qu'on se retrouvait confrontés à la réalité des États-Unis, quoi. Ouais. Qui, c'est violent, quoi, quand tu le. En fait, tu sais que c'est là, tu vois d'autres gens passer par là, tu vois vachement plus la misère aussi, au quotidien quand tu te. Mais c'est à distance. Enfin, tant que ça te concerne pas directement, c'est difficile de se rendre compte d'à quel point ça peut être violent, quoi. Donc ouais, c'est une période où j'ai pas mal appris, j'ai pu me poser. Et puis en août, je reprends le boulot pour une entreprise dans l'automobile, Schaeffler, qui est aussi un gros fournisseur, qui est une boîte allemande. Et là, je découvre les boîtes allemandes aux États-Unis. Ce qui est. T'as une culture d'entreprise très différente, du coup Ouais. C'est peut-être pas vrai pour 100% des boîtes allemandes aux États-Unis, mais la plupart, en fait, ont des benefits, des avantages sociaux qui sont très européens. Qui sont très proches de ce qu'ils offrent en Allemagne, des salaires. Sur les congés maternité, là j'ai eu 4 mois payés à 100%. Pour la France, ça paraît normal, mais pour les États-Unis, il y a rien. Voilà, il y a aucune garantie, c'est au cas par cas. Les salaires sont souvent plus élevés que la plupart des boîtes. Plein de choses. Les vacances sont, pour donner un ordre d'idée, j'ai 5 semaines là. Enfin, j'ai 4 semaines plus les jours fériés. Donc ça me fait 5 semaines au total parce qu'ils ferment entre Noël et Nouvel An. Enfin voilà, plein de. Ouais. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que je retrouve un petit peu, de sécurité. Ouais. Pareil, c'est des entreprises qui sont réputées pour faire vraiment très très peu de vagues de licenciements. D'accord. Par exemple, ma boîte actuelle là, qui est aussi une boîte allemande, ils viennent de faire leur première vague de licenciements. C'était la première depuis toujours, quoi. Ouais, c'est vraiment pas des boîtes qui sont réputées pour fonctionner comme on en parlait juste avant, Magna ou bien General Motors, qui sont des boîtes qui font des vagues de licenciements tous les ans. Enfin, c'est tout le temps et souvent les salaires sont très sympas parce que du coup tu sais que tu peux te faire un peu éjecter un peu n'importe quand, mais quand tu penses à avoir des enfants et compagnie, c'est pas super sécurisant. Bien sûr. Et la première semaine où je commence mon boulot, j'apprends que je suis enceinte. Tadam. Donc très bonne nouvelle. Ouais. Mais le stress par rapport à ce qui s'était passé avant ou d'avoir perdu la première grossesse ou... Pas trop à ce moment-là. En fait, je pense que je suis tellement concentrée sur mon nouveau boulot que j'ai pas trop le temps de penser à ça. Non, le stress de comment je l'annonce. Ouais, et puis surtout, du coup, j'aurais pas le droit au FMLA, qui est le Family Medical Leave of Absence, je crois, qui protège ton emploi pour une durée de 12 semaines. Ouais. Mais il y a des conditions. Il faut avoir été dans l'entreprise depuis 12 mois. Ah, merde. Il faut que l'entreprise emploie plus de 50 personnes, il me semble. Faut pas me prendre au mot, il faudrait regarder les conditions, mais il y a pas mal de si. Et donc, je coche toutes les cases, sauf les 1 an dans l'entreprise. D'accord. Et donc, tout de suite, tu te... Voilà, et donc je sais que ça va être une bataille si je veux avoir un congé maternité. Voilà, et donc ça a été le cas. C'est vrai ? Ouais.
Ah, donc sympa sur le papier, la boîte allemande, mais... Ouais, en fait, l'argument qui m'a été donné, que je peux entendre, mais qui est aussi un peu absurde à mon sens, c'est que il y a beaucoup d'employés qui travaillent à l'usine et que eux, on leur donne pas ce droit-là. Et donc, pourquoi moi, on me le donnerait? Pourquoi on leur donne pas eux aussi? Alors, il y a ça, et il y a aussi, à ce moment-là, c'est eux, ils ont des heures supplémentaires. Moi, je suis pas payée en heures supplémentaires. Pourquoi on me les donne pas? En fait, c'est juste que c'est pas les mêmes métiers, et c'est comme ça. Et du coup, l'argument pour moi, il est pas vraiment recevable. Donc, ils ont finalement accepté de me donner 12 semaines, mais ça a été 12 semaines quand même, ça passe vite. Ça a été une bataille. Je sais plus, je crois que j'étais rémunérée à 60%, donc plutôt pas mal pour les US. Donc voilà, des débuts un petit peu stressants. Ok, on peut dire le prénom de bébé qui est arrivé ou pas? Oui, Charles. Ok. Donc, je me demande parce que je sais pas. Oui, non, pas de souci. Donc Charles arrive du coup début d'année. Non, tu commences en août, donc il arrive presque maintenant là. Ouais, milieu d'année en juillet 2021. Juillet 2021. Ok. Donc là, vous découvrez aussi la vie de parents aux États-Unis. Ouais, c'est super chouette. On a la maison, donc c'est plutôt cool. La vie de banlieue avec un petit, c'est plutôt pratique. Les banlieues américaines sont très faites pour les familles quand même. Ouais. Ah, encore plus à Denver, mais ouais, même dans le Michigan. Donc c'est chouette, ouais. On découvre cette nouvelle vie. Il va à la crèche. Moi, je commence à travailler très tôt le matin. Et puis à 16h, je suis avec lui, 16h, 16h30. Donc ça, c'est super chouette aussi. Et puis voilà, les années passent. Alors, comment est-ce que vous vous retrouvez à Denver, dans le Colorado? Après, donc ça faisait 5 ans qu'on était dans le Michigan. J'étais enceinte de ma deuxième. Non, le cheminement de pensée avait commencé avant. On se disait, ce serait chouette, avant de rentrer en Europe, qu'on essaye de vivre dans un autre état, juste pour voir autre chose. Donc, vous aviez déjà en tête le retour potentiel en Europe avant de quitter Michigan? Ouais, je pense que ça a toujours été... Vous n'avez jamais dit, on est là pour la vie, quoi? Non. D'accord. C'est marrant parce que c'était vraiment une question qu'on nous posait vachement quand on venait d'arriver, qui me mettait qui m'angoissait. Pression, hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes là pour combien de temps? Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec un contrat à durée déterminée et qui donc sont là pour 2-3 ans. Voilà. Donc eux, ils ont une date de fin. Nous, on est venus en contrat local, donc il n'y avait pas de date de fin. Quoi. Enfin, ça dépendait de beaucoup de choses. Ça dépendait de sa boîte à lui. On va en parler un peu après, ou juste de nous, quoi. Enfin, Et puis, par contre, on a toujours été clair sur le fait qu'un jour, on rentrerait en Europe. Pas en France, mais en Europe, pour être plus proche de nos familles. Donc, toujours avec cette idée que Marie et Étienne, ils vivront à l'étranger. Ouais, pas forcément toujours. toute la vie au même endroit, mais à l'étranger. Ouais. C'était, il y avait plusieurs choses qui faisaient qu'on se voyait pas rentrer en France dans l'immédiat. Après, on est toujours ouvert, on sait jamais, Mais aujourd'hui, on se voit pas rentrer en France, et c'était le cas il y a 7 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui. D'accord. Donc on s'était dit, allons voir ailleurs. Ouais. Et entre-temps, l'entreprise d'Étienne avait commencé notre carte verte. Donc on savait qu'elle était censée arriver incessamment sous peu. Ouais. On avait démarré le process il y a plus d'1 an. On nous avait annoncé 2 ans. Donc là, on est quoi, 2022 2023 Ouais, début 2023, on commence à avoir ces discussions. Et donc, comme on est lié à l'entreprise d'Étienne, il faut rester avec elle. Voilà, faut qu'on regarde les bureaux et on fait vite le tri. En fait, il y a un bureau en Caroline du Nord. Alors, la Caroline du Nord nous disait bien, mais c'est dans une ville de taille assez petite. C'est Greensboro, c'est pas Charlotte. Et on est allé on y allait pour voir un petit peu. Donc on est allé à Charlotte, on a trouvé ça très sympa. Et puis après on est allé à Greensboro et on s'est dit c'est vachement loin d'un aéroport, c'est une ville de petite taille, donc on s'est pas trop vu là-bas. Sachant que voilà, Détroit c'est énorme, hein, c'est le double de Denver quasiment, donc c'est en superficie aussi, en population, d'accord. Ouais. Donc on a éliminé Greensboro. Il y avait le Texas qui pour moi, enfin moi c'est surtout la météo qui me rebutait un peu. La chaleur. Ouais, la chaleur. La chaleur, l'humidité. Donc on a assez vite éliminé le Texas. La Californie avec des enfants en bas âge, ça coûte un bras.
Même sans enfants en bas âge. Enfin, même sans c'est enfants. hyper cher. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand C'est un des états les plus chers des US, je crois. ouais, voire le plus cher, non Ouais. Mais enfin, disons que sans enfants, tu peux faire des aménagements. Tu peux. Oui, bien sûr. Tu vois, tu peux t'adapter. En coloc, tu peux peut-être trouver un petit appartement. Enfin, avec des enfants, ça devient de plus en plus difficile de faire des concessions. Donc, on a éliminé la Californie et il y avait un bureau à Denver. Et Étienne, au début, me disait non, mais je crois que Denver, c'est super cher aussi. Donc, il avait assez vite éliminé Denver aussi. Et moi, j'y tenais parce que je savais que c'était à côté des montagnes. À l'époque, tu y vivais déjà. Donc, je disais non, ça a l'air vraiment super cool. Quand même. Et puis, en fait, un jour, il y a un collègue de Denver qui était en visite à Détroit. Ils sont allés manger ensemble un midi. Et il lui a mis des étoiles dans les yeux, quoi. Bah ouais. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Mais il a dit, je lui parlais de VTT. Vous étiez déjà très branchés VTT. Ouais, on était branchés VTT. On s'y est. Alors, Étienne, on faisait plus jeune. Moi, je m'y suis mis pendant le Covid. Parce qu'on avait le droit de sortir dans le Michigan et d'aller faire du vélo dans la forêt. Donc ouais, il est rentré en disant non mais en fait allons à Denver. Donc on en a parlé à l'entreprise d'Étienne et ça a mis pas mal de temps. Ça a mis 1 an à se faire. On a un peu dû forcer le truc. D'accord. Ce qui explique un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais il y a plus ou moins un poste qui a été créé. C'était pas... Ah ouais, d'accord. C'était pas, il pouvait pas garder le même poste qu'il avait et le faire depuis un autre bureau. Non, il avait une grosse équipe à Détroit et c'était important qu'il soit sur place. Et donc il a lâché son poste à Détroit pour venir ici. Donc on a eu le feu vert de la boîte en début octobre, je crois. Et il fallait qu'on soit ici au 1er janvier. Oh, vache. Donc assez rapide. Sachant que toi, à ce moment-là, t'es enceinte ? Ouais. Du deuxième. C'est ça, j'étais enceinte du deuxième et en fait en arrivant en janvier, ça nous laissait quand même 5 mois pour atterrir ici. Et je préférais faire j'en avais beaucoup discuté avec plusieurs copines, je leur avais dit qu'est-ce qui vaut mieux, déménager enceinte ou déménager avec un nouveau-né. Et toutes m'avaient dit non, fais-le enceinte. Ouais. Vraiment. donc ouais, c'était rapide, surtout qu'on avait une maison à vendre, qu'on voulait pas garder parce qu'en fait ça aurait été génial de pouvoir la garder et la mettre en location parce que c'est une maison qui avait été achetée avant le Covid avec les taux d'intérêt pré-Covid. Mais en fait, c'était une maison qui commençait elle avait des années 60 et elle commençait à avoir des besoins de... Enfin, je pense que dans 2-3 ans, il faut faire le toit. Voilà, un peu chéro, voilà, des dépenses qui, quand c'est ta maison et que tu vis, font sens quand tu as des locataires moins, quoi. Donc, et puis en fait le stress de se dire on est à Denver, s'il y a le moindre problème, voilà. Donc on a vendu la maison et je crois le lendemain ou le surlendemain, après la signature de la vente de la maison, on apprend que notre carte verte est repartie il y a eu une erreur dans le dossier. L'avocat immigration de la société de mon mari a fait une erreur idiote, une mauvaise adresse et qu'il faut repartir de zéro. Et là c'est un coup dur parce qu'en fait donc on là, s'était ça remet dit, les compteurs. Voilà. On s'était dit, dans 6 mois, on a la carte verte, on arrive à Denver. Voilà. Et Étienne, comme ça, il est libre de... Ça faisait quelques années qu'il avait envie de changer de... Alors, pas de poste, il voulait rester en vente, mais il avait envie de changer de milieu. Il voulait quitter... Industrie ou... Voilà, il était en société d'ingénierie et il voulait passer côté industrie, côté produit. D'accord. Et quitter le milieu du service. Donc, on se disait, c'est parfait, on arrive ici, on a une carte verte. Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, le visa, sinon, en fait, il est relié à l'entreprise et donc, tu n'as pas le droit... si tu décides de changer d'entreprise, il faut changer de visa, ce qui complique énormément les choses, quoi. Ouais. Donc, coup dur, mais en même temps, on a vendu la maison, on est en route pour le Colorado et on se dit, tant pis. Enfin, au pire, c'est que 2 ans, c'est que 3 ans et on prend juste... on en tire le maximum et puis on verra bien, quoi. Donc on arrive ici. Vous êtes philosophe quand même. Ouais, il faut. En fait, on n'avait pas trop le choix. On avait déjà les 2 pieds dans le Colorado, quoi. Fallait y aller. Et donc on est arrivé ici, on s'est installé grâce à Delphine. Merci Delphine, dans un super. Coucou Delphine, qui est d'ailleurs déjà passée dans le podcast, qui était à cette même table d'ailleurs il y a quelques années. Ouais, on a trouvé une maison dans un super quartier au nord de Denver et ça a été génial pour accueillir notre deuxième, pour apprendre à faire du vélo à notre fils. Enfin, c'est un quartier qui est c'est très similaire au tien, quoi, avec des chemins pavés partout très nature. On peut partir à pied. On est juste à côté aussi de toutes les commodités. Et c'était un gros changement par rapport au Michigan parce que les quartiers plus récents, ils commencent un petit peu à faire ce que en fait Denver a fait il y a 30 ans, quoi. D'accord. Ils ont 30 ans de retard. Donc c'est en train de changer, mais du coup nous dans un quartier des années 60, il n'y avait pas de trottoir.
Oui, Donc, c'est vrai. quand t'as un bébé qui est dans une poussette, ça se passe Tu fais bien. comment, ouais. Bah, ça allait parce que du coup, tu te mets le long de la route, mais en fait, à partir du moment où il marche, où il fait du vélo, bah, tu vas pas aller marcher le long de la route, quoi. Donc, on était, c'était super. On découvrait vraiment un autre type de banlieue et. C'était quoi les grandes différences, les grandes découvertes en changeant d'État? Parce que on a tendance à penser, oh bah ça va, t'as bougé aux États-Unis, enfin c'est le même pays. Mais je sais que mon mari qui est américain, moi il me dit non, on est parti à l'étranger. Ok, on parle la même langue et il y a les mêmes chaînes. En gros, tu vas trouver le Chipotle, le McDo, des trucs comme ça. Ouais. Mais sinon, c'est quand même, nous on venait de la côte Est, c'est quand même très différent en fait comme mode de vie. Vous avez ressenti ça aussi? Ouais, bah les quelques trucs qui nous ont vraiment surpris en arrivant, alors donc ce qui nous a manqué un petit peu, c'est la chaleur du Midwest. C'est pas un cliché. Voilà, vraiment, les gens gens accueillants. dans le Michigan sont juste et on l'a ressenti dans plein d'États en fait. Dès qu'on sort de Michigan, Ohio, Illinois, Indiana, on l'a toujours ressenti. Dans le New Jersey, je crois que c'était le pire. Ah mais, ouais. Ouais. Mais dans tous les États en fait. Sauf que quand tu vas en Floride une semaine en vacances, Oui, tu t'en fous. voilà, tu te projettes pas, t'es là en vacances quoi. Ouais. Mais donc du coup en arrivant avec, ici, quoi. ça a été un petit peu on évite de passer à autre chose quoi, mais on s'est dit waouh, les gens sont quand même vachement plus froids. Ah ouais. Ouais. Alors c'est marrant parce que moi je viens de la côte Est, Boston, où pour le coup, je suis arrivée ici, je dis mais les gens sont vachement cool ici, Ouais. c'est un truc de fou. ouais, c'est vraiment une Parce question que sur la de... côte Est, ils sont très très froids quoi. Ouais, du coup dans le New Jersey, je l'ai Ouais, un peu c'est vu. ça. Ouais, donc c'est vraiment une question de référentiel. Donc Ouais. ça a été un des trucs en venant du Midwest, on s'est dit enfin limite Ouais. j'avais Vous l'air êtes pas aux yeux quand gentil, la quoi. caissière était pas chaleureuse avec moi quoi. En mode, Ouais. mais... Elle m'a pas demandé comment j'allais. Ouais, du coup ça risque d'être une claque en allant en Allemagne, mais petit spoiler. Oh le spoiler. Ouais, le spoiler. Donc ça a été une des choses. Ensuite la diversité culturelle. En arrivant je suis d'accord. à Détroit, c'était du fait de l'automobile là pour le coup. C'était super. Il y avait une énorme mixité culturelle. Des gens viennent de partout dans le Voilà. monde ou... Inde, Japon, Allemagne, France, population africaine, afro-américaine aussi qui est super présente à Détroit, dans les banlieues. Vraiment une mixité super importante. Même dans les banlieues, alors qu'ici c'est quand même très blanc. Ouais. Non, même dans les banlieues et qui du coup qui se reflète sur plein de choses. Enfin, tu vois les restos, il y avait une offre de restaurants De partout, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. À l'école, quand j'allais chercher Charles, enfin à la crèche plutôt, quand j'allais chercher Charles, dans sa classe, il y avait un petit japonais, nous on parlait français, il y avait vachement d'indiens. C'était pas l'exception en fait quoi. Ouais, voilà. Et du coup c'est chouette, moi c'est ce que j'aime. Donc et du coup en arrivant ici, on s'est dit waouh. Donc ça c'était un des une Ici, des surprises. pas trop de mixité. Est-ce que tu penses que c'est plus parce qu'on est en banlieue? Tu vois, je pense que Denver est quand même plus divers que... Ouais, peut-être un peu Les plus. banlieues sont quand même très aseptisées ici. Ouais, certainement. Après, je pense aussi que, on en parlait tout à l'heure un petit peu, le marché du travail est pas du tout aussi dynamique que des villes comme Détroit, par exemple. Oui, Je gens compare viennent à du monde Détroit entier, parce quoi. que c'est ce que je connais. Bien Voilà, sûr. il y a énormément de boulot et donc forcément, il y a vachement de gens qui viennent s'installer. Et c'est vrai que Denver, c'est pas aussi attractif. C'est super attractif pour le cadre de vie, Mais pas au niveau professionnellement. économique, C'est plus compliqué. Donc je pense que ça joue ça aussi. Dans D'accord. l'industrie, ça a un impact. Et toi, alors, comment est-ce que tu fais avec ton taf? T'es encore dans cette boîte... Ah non, t'es dans la nouvelle boîte allemande? Ouais, oui, depuis. En fait, c'est vrai qu'on a zappé cette étape-là. Quand Charles a eu 1 an, j'ai voulu. En fait, j'avais envie d'évoluer dans ma société. Et à l'époque, le poste qu'on m'a proposé, il y avait une incompatibilité avec le manager et je me suis pas vue passer dans son équipe. D'accord. Donc, je me suis mis à chercher activement ailleurs. Et je comme c'est voulais- dynamique, t'as trouvé. Pardon. Et comme c'est très dynamique là-bas. Ouais, en 1 mois, j'avais 2 offres. Ouais, c'est vraiment super dynamique. Ouais. Et donc, j'avais une offre dans l'automobile et une offre chez Rolls-Royce Power Systems. Et j'ai choisi de quitter l'automobile. C'est une super industrie pour apprendre. C'est vraiment génial, très exigeant. Mais c'est intense, c'est rude. Et je me suis dit, bon, ça y est, j'ai fait mes armes, c'est chouette, j'ai envie d'aller voir autre chose. Une industrie un peu plus lente, un peu plus, un peu différente. Et donc, j'ai choisi Rolls-Royce.
et je les ai rejoints à l'été 2022. Les gens ils vont dire mais Rolls-Royce c'est des voitures. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Et en fait, non. C'est quoi, c'est les Rolls-Royce- moteurs d'avion aussi, les trucs Ouais, comme ça c'est ça, exactement. Rolls-Royce fait, en fait, il y a plusieurs divisions. Il y a une division qui fait les moteurs d'avion, une division qui fait tout ce qui est militaire et défense, donc les avions de chasse, ce genre de choses, les sous-marins. Et puis il y a une division industrielle dans laquelle D'accord. je suis, qui D'accord. fait les générateurs des data centers, des hôpitaux, parce qu'en fait, toutes ces infrastructures en cas de coupure d'électricité, Ouais, on l'a faut que vu ça tourne. récemment là en Portugal et en Espagne, il faut que ça continue à tourner parce qu'un bloc opératoire, s'il Bien s'éteint en pleine opération, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est la division dans laquelle je suis, dans la division industrielle. D'accord. Et donc, quand vous décidez de partir au Colorado, toi, t'arrives à négocier un contrat de télétravail ? Ouais, bah j'ai de la chance parce que ça fait un an et demi que j'ai rejoint la société. Donc j'ai déjà, on a déjà créé cette relation de confiance avec Bien sûr. avec mon manager. Ils savent que tu bosses bien. Voilà, donc c'est heureusement que c'est arrivé un an et demi après, Ouais. parce que du coup, j'ai déjà fait mes preuves. Donc je lui dis quoi, on déménage dans le Colorado. J'ai très envie de rester dans la société parce que j'aime beaucoup, j'ai encore plein de choses à apprendre. Est-ce que c'est ok si je passe en télétravail Et donc ça, je lui en parle le matin et le soir même, c'est approuvé. Donc, Ah, voilà, wesh. à l'américaine. Ah ouais. Ouais, il a raccroché, il a appelé les RH et voilà, Ils ont c'était dit ok ok. quoi. Génial. Ouais, Trop bien. ouais, ce qui aussi là, il y a C'est un quelques mois. souci en moins, quoi. Ouais. Donc c'était génial. Le fait de passer en 100% télétravail, c'est pas quelque chose que je me voyais faire sur 10 ans, mais avec 2 enfants en bas âge, c'était juste la période idéale pour être à la maison, quoi, pour accueillir notre deuxième, pour le coup. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en 100% télétravail. Et ça a été, je le vois vraiment comme une chance. Comme une chance. Ouais, Trop bien. C'était génial. Le seul aménagement que j'ai dû faire, c'est que je travaille sur les horaires du Michigan. Donc je Et commence on a quoi, on a 1 heure de décalage 2 heures. Ah, 2 heures de décalage. Donc je commence à travailler vers 6 heures du matin. D'accord. Mais par contre, à 15 heures, j'ai fini, quoi. Ouais. Donc super, pour profiter des enfants, profiter du Colorado. J'ai vachement de temps pour moi aussi parce que je suis pas dans la voiture. Ma pause lunch, en fait, je la prends devant mon PC parce que autant terminer plus tôt et du coup je peux J'entends aller... les gens dire c'est pas bien. Ouais, c'est vrai, mais à côté de ça, j'ai le temps C'est un d'aller choix, quoi. j'ai le temps d'aller au Pilates, j'ai le temps d'aller courir ouais, on a j'ai surtout moi, parce que pour Étienne c'était pas trop le cas, mais en tout cas moi de mon côté j'ai eu un équilibre dans le Colorado qui était inespéré avec un boulot quand même avec des responsabilités sympas, des enfants en bas âge, donc ouais, c'était Best of both worlds. ouais, j'ai eu grosse chance, je suis très reconnaissante. Trop bien, d'accord. Et alors t'arrives dans le Colorado aussi, donc très enceinte. T'attends ta deuxième. Enfin, c'est tout con, mais je veux dire, comment tu t'y penses? Vous êtes un sacré casse-tête administratif aussi. Genre, t'as une assurance, généralement elles sont dépendantes de la boîte, mais aussi des États. T'arrives à tout transférer sur le Colorado. Comment tu trouves, je sais pas, un hôpital, le suivi, le machin? Ça peut être un peu étourdissant aussi quand t'arrives. Ouais, on a eu de la chance parce que du coup, ils avaient un plan qui couvrait tous les États. Je pense que ça va être le titre de l'épisode. On a eu de la chance. Ouais, non, c'est vrai. Tu me dis tout le temps, C'est vrai. Non, enfin, on l'a provoqué aussi. C'est oui, pas. bah oui. Mais non, là, pour le coup, l'assurance couvrait tous les États. Donc ça a été. D'accord. Ok. Ça a été un peu stressant parce que j'ai fait l'échographie anatomique, la plus importante. 20 je sais semaines, plus, à là, 5 mois, voilà, quelque chose comme ça. Juste avant de quitter le Michigan, en me disant, voilà, comme ça, c'est fait. Et en fait, là, ils me disent que le cordon ombilical est trop excentré, que donc il faut que je refasse une échographie sous 2 semaines. Ah merde. Et que j'ai un... Donc ça, c'était ici, du coup, que tu l'as Ça, fait c'était dans le Michigan. Tu l'as fait, Parce que je m'étais dit, voilà, parfait. Ils me disent que tout va bien. Mhm. J'avais pas du tout pensé au fait que potentiellement, il allait falloir que je fasse un suivi. Et ils me disent, vous avez un placenta bilobé. Enfin, c'est ce que j'avais eu la D'accord. première fois. Donc J'ai eu ça aussi. Ouais, voilà. Donc, du coup, ok. Donc, il a fallu que je trouve très rapidement un échographe en arrivant ici. Donc, ça a été un peu stressant. Mhm. Et coup de chance, on parle de la chance de nouveau, mais là pour le coup c'est de la chance. Je prends rendez-vous avec une gynécologue et puis on discute un peu. Elle me dit vous arrivez d'où? Du Michigan. Et en fait elle avait été formée par le gynécologue qui m'a accouché de Charles. Ah, génial. Donc confiance aussi, voilà, quoi. chance improbable quoi. C'était assez monde est rigolo. petit. Ouais. Bah ouais, parce que Michigan, Colorado, c'est pas du tout la porte à côté. Clair. Et puis il y en a plus qu'un ici, quoi. Enfin, oui, c'est, voilà. c'est trop bien. Donc elle avait fait ses études, dans le Michigan et donc elle connaissait très bien mon premier gynécologue. Et pour le coup là, c'était une de mes craintes, c'était que le suivi se fasse pas très très bien, parce que j'avais eu pas mal de complications à la naissance de Charles.
avec une hémorragie. J'avais le placenta bilobé, tout ça. Donc, je m'étais dit, j'espère que la transmission de dossier va bien se faire. Et ouais, non, c'était super sérieux. Donc heureusement. Et après, d'un point de vue administratif, on n'a pas eu à repasser notre permis. Donc ça, c'était plus simple que la première fois où dans le Michigan, on avait dû repasser le permis. On a juste échangé nos permis du Michigan et du Colorado. Ouais. Donc ça s'est fait. Et puis encore une fois, le fait de pouvoir être à la maison à 100% du temps, en fait, il y a plein de choses que tu peux faire... qui sont un peu plus simples, du coup. Qui sont plus simples parce que tu as une meilleure gestion de ton temps, quoi. D'accord. Ok, trop bien. Donc, te voilà dans le Colorado. Tu le disais, ça fait 1 an et demi que vous êtes installé. Je me souviens de suivre tes stories sur Insta, l'arrivée en plein Noël, en pleine tempête de neige dans le Colorado. Finalement, quelques mois après, donc ta deuxième née, Mao. Et aujourd'hui, on se parle. T'es venue jusqu'à chez moi, je te remercie. Et dans quelques semaines, vous repartez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était pas prévu. En fait, donc la société de mon mari a commencé à faire des licenciements économiques fin 2024 ou début 2025, je sais plus trop. Il y a eu plusieurs vagues. Étienne avait licencié certaines personnes dans son équipe. Donc voilà, il me semble qu'il y en a eu 3. Et à la 3e, c'est Étienne qui perd son boulot. Donc on s'y attendait pas du tout. On s'attendait pas du tout à ce que en fait des postes de directeur soient supprimés. Donc il m'appelle, c'est un lundi matin, je suis en train de travailler à mon bureau, il m'appelle, je décroche, je dis tout va bien, c'est un peu surprise qu'il m'appelle, et il me dit non écoute ça va pas bien, j'ai perdu mon boulot. Et donc là ça va à 10 000 à l'heure parce que du coup vous avez pas la green card encore. Voilà. Et son visa dépend de la boîte toujours. Exactement, visa qu'on était allé renouveler en décembre à Paris, et donc là on se dit ça veut dire, moi je savais qu'on avait 60 jours pour quitter le territoire. Et là, je me dis, waouh. Ouais, tu le sais tout de suite. Ouais, je sais de suite qu'on a 60 jours pour quitter le territoire. Et puis, je lui dis, du coup, on en parle ce soir quand t'arrives. Il me dit, non, mais t'as pas compris. Là, je suis dans ma voiture avec mes affaires et j'arrive. Et, c'est fini. Voilà, à l'américaine, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas facile. Pour lui surtout, parce que perdre son travail, moi j'étais passée par là en 2020 et c'était bien différent parce que c'était dans un contexte mondial où tout le monde perdait son boulot. Et même si là c'est économique, il y a pas du tout de, c'est pas de la performance, tout ça. C'est super dur de perdre son boulot, quoi. Puis on est très défini par le boulot en fait, dans la société actuelle, je trouve. Ouais, puis Étienne, c'est un boulot qui était super demandant, comme beaucoup de boulot, mais vraiment avec une grosse exigence de résultats, avec un rythme super intense, et donc dur pour lui. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 2 jours, mais ouais, 2 jours un peu où t'accuses le coup. Ce que j'avais pas mentionné, c'est que comme on avait pour projet de rentrer en Europe, j'avais commencé à glisser un mot à mon boss en lui disant, écoute, on se verrait bien en 2026 rentrer. Moi, j'ai toujours envie de continuer avec Rolls-Royce. Je sais que le siège est en Allemagne. Voilà, s'il y a des opportunités, fais-moi signe, quoi. Et ça avait été bien reçu, mais il n'y avait rien de concret. C'était, puis 2026, c'était encore le temps. Voilà. C'était, ouais, ok, merci de me le dire. Moi, j'ai envie de te garder, donc on fera tout pour que ça se fasse, quoi. Et puis, j'avais fait passer le CV d'Étienne en interne. Et le vendredi... Avant qu'il se fasse virer. Ouais. Le vendredi, avant qu'il se fasse licencier, il avait eu son premier entretien. D'accord. Donc pour un job en Allemagne. Pour un job en Allemagne. Et d'ailleurs, le timing avait été un petit peu un problème. Où ils avaient dit, nous, on a besoin de quelqu'un cet été. Donc, t'es disponible en janvier 2026. Comment vous aviez fixé janvier 2026 un peu de manière arbitraire. Un peu, ouais, en fait. Dire un moment, quoi. Non, en fait, je me disais, ça fait 2 ans dans le Colorado. Ouais. 2 ans, c'est fair. Enfin, tu vois, voilà, t'as 2 ans. Je pense que on n'aura jamais fait le tour du Colorado. Je pense que tu peux rester ici 15 ans et toujours ne pas en avoir fait le tour. Mais on se disait, 2 ans, c'est pas mal, quoi. On rebouge pas trop vite, quoi. Et en fait, ce qui avait motivé notre envie de partir en 2026, c'est que Étienne était à bout par rapport à son travail. Il était à bout, pas à bout épuisé, mais il avait fait le tour de cette industrie et il voulait voir autre chose. Ouais. Et donc on s'était dit bon, ok, ce sera le bon moment. Voilà, tu fais encore 1 an et puis on rentre et tu peux voir autre chose, quoi. Et donc il passe cet entretien le vendredi avec ma société. Et puis le lundi. Donc il est convoqué par son manager et les RH dans une salle de réunion et il prend son PC avec lui. Et au moment où son manager lui apprend qu'il le licencie, il reçoit un email de Rolls-Royce
qui lui dit qu'il est validé pour le deuxième entretien. No way. Donc heureusement, ça a permis de... Ouais, ça permet de compenser un petit peu l'ascenseur émotionnel. Ouais. Donc heureusement, il y a eu ça et c'est pour ça qu'il est passé. Ça paraît super rapide 2 jours, mais en fait, le premier jour, ça a été waouh, ça fait mal. Et puis le deuxième jour, on était déjà dans une réflexion de Onward and forward. Ouais, ça. Et puis en fait, moi, j'ai eu 2 pauses. Au final, j'ai eu une première pause quand on est arrivé aux États-Unis en attendant mon permis de travail, puis le Covid, donc des pauses forcées, mais qui ont été où j'ai pu faire plein de choses et ça a été super bénéfique. Et Étienne, il a jamais eu ça. En fait, il a fini son master, il a enchaîné avec son stage, il a enchaîné avec un emploi. Et là, c'était pour lui la chance de, pour une fois dans sa carrière, et ça arrive rarement, ça arrive Bien peut-être sûr. 2 fois dans sa, et encore. Enfin, il y a des gens qui ont jamais cette opportunité-là. Donc on s'est dit, profite de ce temps-là, quoi. Mais quand je t'ai vu, il y a 1 mois, tu me disais, il adore être papa au foyer. Et... Ouais, c'est ça. En fait, il cuisine, il va faire du vélo. VTT, il prend le temps. Donc on s'est dit, il faut le tourner comme une opportunité. On avait toujours mon salaire, on avait. Vous aviez écouté le conseiller financier, vous avez les 6 mois. Voilà, on avait toujours gardé en tête le fait qu'il faut avoir un matelas de sécurité. Donc on n'était pas, il y avait aucune. Pas d'urgence absolue. Non. Il y a des gens pour qui c'est vachement plus violent quand ils perdent leur emploi. Je sais pas comment je paye mon mortgage, mon prêt, mon loyer. Ouais. C'est ça, il y avait aucune difficulté de ce côté-là, donc c'est aussi vachement plus facile d'être positif et de se dire on n'a qu'à voir le bon côté. Le seul truc qui était un petit peu sensible, c'était ces 60 jours pour partir. Ouais. Parce qu'on se disait waouh, c'est trop rapide quoi. À 2 c'est une chose, avec 2 enfants c'est trop violent quoi. Donc en fait, ce dont on s'est rappelé, c'est Étienne qui a eu cette idée-là. Il lui restait des jours de congé paternité qu'il n'avait pas épuisé, et pas mal. Il lui restait 2 mois. Donc du coup, il a utilisé ça en fait, et ça l'a amené jusqu'à mi-mai, enfin la date de naissance de Mao en fait, jusqu'au 1 an de Mao. Et ensuite, il a eu quelques jours de travailler. En fait, payé, mais il n'allait pas au bureau. Et ensuite, ça a démarré les 60 jours. Donc, ça nous a permis d'avoir... Du coup, ça vous permet de partir d'ici à fin juillet, quoi. Mi-juillet, ouais. Ça nous donnait mi-juillet, quelque chose comme le 20. Mais l'entreprise d'Étienne nous payait notre assurance santé que jusqu'à fin juin. Et donc, c'était compliqué de prendre une assurance santé juste pour 2 semaines. Bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui prennent le risque sans assurance santé aux États-Unis. Je prendrai jamais ce risque, surtout avec 2 enfants. Donc on s'est dit non, c'est trop compliqué. Il faut qu'on soit parti à la date d'expiration de notre assurance santé. Et du coup, à ce moment-là, vous dites, on va partir où ? Enfin, lui, du coup, il passe ce 2e entretien avec Rolls-Royce. Comment ça se passe ? Et puis toi, qui leur avait annoncé 2026, du coup, tu reviens, coucou. Ouais, j'appelle le jour même mon boss. Je laisse passer la journée pour essayer de me débarrasser du plus d'émotions possible. Bon, je finirai quand même par pleurer au téléphone. Et lui dire, Étienne a perdu son travail et on doit quitter le territoire rapidement. J'ai toujours envie de rester avec Rolls-Royce. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Et là, encore une fois, super réaction du côté de mon boss et de la société. En 1 mois, j'avais signé un contrat pour prendre un nouveau poste en Allemagne au siège. Ah vache, trop bien. Ouais, donc je reste dans le même groupe, mais je prends un poste en vente, donc un petit peu différent. Ça te plaît ? T'es contente ? Ouais, super contente. J'arrivais à la période, ça fait 3 ans que je suis au même poste, j'arrivais au moment où je me disais, bon, ce serait cool, une petite évolution. Mao a 1 an, je suis sortie du postpartum dur, et elle est un peu plus grande, donc c'est le moment, quoi. Et donc, en 1 mois, j'ai signé un contrat, ce qui est pour une boîte allemande... un record ? Ouais, un peu un record. Parce que c'est quoi, la bureaucratie plus à l'européenne, un peu plus lente ? C'est juste qu'en fait, les contrats doivent être validés par les syndicats. Donc c'est juste plus long, quoi. Et puis tout est très 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 ça peut être un super avantage, le côté ultra process poussé à l'extrême, mais quand il faut réagir vite, des fois c'est un peu plus limitant. Mais la preuve que ça peut se faire quand même quand il y a de la volonté et un impératif. Et en parallèle, Étienne allait passer son 2e entretien à Seattle. En fait, son manager était en déplacement à Seattle pour aller voir l'occasion de se rencontrer en personne. Un gros client là-bas. Et donc, ils se sont rencontrés dans un hôtel de l'aéroport. Étienne a fait l'aller-retour. Je pense qu'il l'avait déjà plus ou moins validé. C'était plus pour avoir un contact. Check un peu aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, c'est des postes de sales. Donc, tu as quand même envie de voir un petit peu la perso.
Donc ils se sont rencontrés et puis je crois qu'une semaine après, il avait un contrat dans sa boîte mail. Génial. Et on a signé le même jour à la même heure. Sérieux? On était chacun avec nos RH respectifs à 8h un matin. Et donc on a signé tous les deux. Donc on va être dans la même boîte, ça c'est rigolo. Bon, en même temps, c'est une grosse boîte. Ouais, c'est une grosse boîte. Ouais, non, on n'est pas dans le même groupe. Okay. Donc on aura assez peu de contacts. Ouais. Et puis du coup en fait comme tout est un petit peu tout est très réglementé en Allemagne, mon entreprise se doit d'offrir un relocation package. D'accord. Donc des indemnités de déménagement, voilà. Des aides pour vous installer. Voilà, c'est ça. Du moment qu'ils recrutent quelqu'un qui habite pas qui habite à l'international. D'accord. Et donc on a été tous les deux recrutés. Génial. Bon, ils nous ont pas fait un package chacun, hein. On est mariés donc on a un package. Mais du coup, on découvre le bonheur d'avoir une boîte qui s'occupe de toi en fait. Qui s'occupe de tout. Voilà. Donc oui, 4 mois c'est court, mais quand en fait une boîte se charge de tout, c'est quand même très confort par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc on a un déménagement qui est payé, ce qui est pas négociable vu le prix que ça coûte, et puis même l'administratif en fait. Sur place, on a quelqu'un qui nous aide avec tout, sachant qu'on parle pas allemand. Ouais, ce que j'avais demandé, ouais. Pas du tout. Donc, les Allemands parlent très bien anglais. Bon, c'est peut-être un cliché, mais de mon expérience, les Allemands parlent très bien anglais. Ouais, de mon expérience aussi. C'est vrai que j'y suis allée plusieurs fois en déplacement et j'ai jamais eu aucun problème. Mais après, je suis pas très à l'aise avec l'idée de vivre dans un pays et de pas apprendre la langue, donc on va s'y mettre quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a Étienne s'y est mis, parce qu'il bosse pas, donc il apprend l'allemand. Et... Du vélo, il est pas au foyer, et il est sur Duolingo. Voilà, exactement. Et moi, il faut que je m'y mette. De toute façon, dès qu'on sera sur place, il y aura pas le choix. Les enfants, ils vont être scolarisés. Eux, ils vont apprendre l'allemand tout de suite. Ouais. Donc voilà, le 21 juin, on décolle pour l'Allemagne. D'accord. Alors, vous partez où en Allemagne? Raconte-moi un peu. On va être à la frontière avec l'Autriche et la Suisse. On est dans les montagnes en fait, vous êtes dans le Colorado allemand. Voilà, c'est ça, on est dans les Alpes. Ouais. On n'est pas en Bavière, on est dans le Baden-Württemberg, au bord du lac Constance. D'accord. Voilà, donc. Ça doit être beau. Ouais, c'est très beau, c'est vraiment un beau coin. Toi, tu y es déjà allé du coup en déplacement pour le boulot. Enfin, tu pars pas de zéro là-bas. J'y suis allée 4 fois. D'accord. Donc je sais à peu près à quoi ça ressemble. Je connais un peu l'ambiance. Ce qui est déjà vachement mieux que ce qu'on connaissait quand on arrive à Détroit, c'est-à-dire rien du tout. Ouais. Mais ouais, c'est au bord du lac, et si tu traverses le lac, t'es en Suisse ou bien en Autriche. Génial. Et c'est un très beau coin, c'est très familial. C'est une région qui est assez... en fait, c'est marrant parce que c'est pas vraiment urbain, mais c'est pas rural non plus, mais c'est... Il y a pas mal de boîtes industrielles qui sont là depuis un moment. Il y a Airbus, il y a Rolls-Royce Power Systems qui est là depuis 1909. D'accord. Il y a ZF qui est une grosse boîte de transmission allemande. Il y a Schaeffler qui est pas loin. Enfin, il y a beaucoup de grosses boîtes allemandes industrielles. Enfin, Airbus du coup, franco-allemand. Mais et du coup, il y a pas mal de vie autour. Il y a pas mal d'internationaux qui sont installés du fait de ces boîtes. Donc on est assez serein sur le fait qu'on va se plaire là-bas. On n'est pas très loin de la famille d'Étienne. Ah super, il est de quel coin? Il est des Vosges. Ah oui, ouais. Donc 4 heures en voiture. Ça va être une nouvelle vie aussi. Enfin, rien que de pouvoir en fait sauter dans la voiture. Moi, c'est le truc qui me fait rêver par rapport à un potentiel déménagement, c'est de pouvoir ne pas dépendre du billet d'avion et dire tu sais quoi, on y va. Exactement. Ouais. Et puis là, on commençait à le sentir. Je sais pas s'il est arrivé du 2e ou juste le fait que ça fait 7 ans qu'on est là, mais on commençait à se dire qu'on aimerait bien se rapprocher de la famille, autant de la famille que des amis. Donc ma mère est en Bretagne, donc c'est un peu plus loin, mais c'est quand même plus digeste que Bretagne-Denver. Et les Allemands adorent la Bretagne d'ailleurs. Oui, ça parle beaucoup allemand en Bretagne. Oui, il paraît. C'est la deuxième fois que j'entends ça. Donc Trop bien, d'accord. Eh bien, écoute, c'est génial. Tu me disais, on va pouvoir se rapprocher de la famille et des amis. Et c'est un truc qui revient souvent dans les discussions que j'ai avec des gens qui sont partis à l'étranger, qu'ils soient français ou pas français d'ailleurs. T'as réussi à garder des amitiés solides en vivant à l'étranger? En France, du coup. Enfin, mes amis de... Ouais, ça, c'est marrant. On en parlait récemment. Ma meilleure amie était là il y a quelques jours nous rendre visite. Et du coup, oui. Alors, je pense que le fait qu'en fait, quand je suis partie, quand j'ai terminé le lycée et que je suis partie pendant ma première année d'études, 1 an et demi à l'étranger, je pense qu'il y a déjà un tri qui avait été fait à ce moment-là.
Parce qu'on peut pas rester copain avec tout le monde, quoi. Non, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, en fait, les meilleurs sont restés à ce moment-là. Et après, on s'est fait des amis de couple, on va dire. Et c'est vrai que 85-90% sont restés, en fait. On les voit à chaque fois qu'on rentre. Il y en a pas mal qui sont venus nous voir. Et du coup, ouais, on a gardé nos amis. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue, c'est que nos amis sont pas mal éclatés partout en France. Et donc, on n'a jamais eu le truc de vivre à 5 minutes de nos copains. Et du coup, de se voir tout le temps. Et on a toujours eu... Ils font pas forcément partie du quotidien, mais ils font partie de votre vie, quoi. C'est ça. En fait, quand on habitait à Lyon, on partait tous les week-ends avec des amis en week-end. Enfin, on était tout le temps partis parce que nos amis habitaient aux quatre coins de la France, Reims, Strasbourg. Et donc, déjà, il fallait organiser pour se voir. Et donc, en fait, quand tu as pris l'habitude de faire ça déjà, que tu sois de l'autre côté de l'océan Atlantique, bien sûr, ça rajoute de la complexité, mais c'est déjà un peu le même mode de relation. Je crois, on a moins eu des amis vraiment qui vivaient dans notre rue et avec qui on faisait tout avec. Enfin, tout autour duquel notre quotidien était articulé. Donc, je pense que c'est ça qui a joué. Trop bien. Après, on verra. Peut-être en rentrant, on va avoir une douche froide. Non, je pense pas. Après 7 ans... ceux qui sont là, ils sont là. Quoi. Ils sont là. Ils font partie de votre vie. Oui. Trop bien. Et du coup, là, t'as vécu en Nouvelle-Zélande, un peu en Australie, dans le Michigan, dans le Colorado. Vous vous apprêtez à partir en Allemagne. Tu saurais me parler un peu de ces lieux, de ce qu'ils t'ont apporté, chacun de ces lieux? Est-ce que ça correspond à, tu sais, alors c'est très à la mode avec Taylor Swift, t'es à la... Quelle era? Oui. De Marie. C'est marrant, je me suis surprise à utiliser cette expression cette semaine. Je suis dans ma pink era. Après, je me suis dit, mince. Alors que je suis pas du tout une Swiftie, mais enfin, j'aime bien, hein, mais je suis pas une Swiftie. Ouais. En fait, alors, toutes les expériences sont un peu différentes parce que c'est à des époques de vie différentes. Ouais, forcément. Que ce soit la Polynésie, on en a déjà parlé dans mon enfance. Et puis ensuite, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande m'a énormément marquée. J'avais 18 ans et 2 semaines quand je suis arrivée là-bas. Alors, j'étais pas complètement... Bébé Marie. Ouais, exactement. Ouais. J'étais pas complètement toute seule parce que j'ai eu la chance d'être accueillie par une famille. En fait, je suis originaire des Corbières et à 5 ans, il y a beaucoup d'Écossais, d'Irlandais, d'Anglais qui achètent des maisons secondaires. Et donc, j'ai grandi entourée de beaucoup d'anglophones. Et qui sont quand même aussi vachement... alors, les Français aussi sont assez éparpillés partout, mais il y a beaucoup d'anglophones qui vont s'installer à droite à gauche. Et donc, en fait, la fille d'une dame de ce village habitait en Nouvelle-Zélande avec son mari. Et donc, elle m'a accueillie les 2 premières semaines. Donc, j'étais pas non plus complètement seule. J'avais un filet de sécurité, mais ça m'a appris la vie, quoi. Enfin, je suis arrivée là-bas. Il a fallu que je trouve un travail, que j'ouvre un compte en banque, que je me trouve un appartement. Et je parlais anglais. J'avais un anglais correct, mais enfin, j'avais un très bon anglais de lycéenne, quoi. Française. Ouais. Ce qui n'est pas forcément une référence. Exceptionnelle. Voilà, exactement. Donc ouais, j'ai vraiment appris la vie là-bas. Et ça m'a donné aussi un sens. Je pense qu'avant ça, je faisais des études parce que j'ai grandi dans une famille où faut faire des études. Tu fais des études. Enfin, tu fais un master. Ouais. Enfin, tu sais pas. Et ça manquait un peu de sens. Et là-bas, j'ai vraiment. Et c'est pour ça que j'ai pris cette pause d'1 an, en fait, pour me dire, attends, qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi. Et c'est vachement mature, hein, quand même, à 18-19 ans, de dire j'ai besoin de sens, je vais trouver ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont ce déclic beaucoup plus tard. Je pense que du coup, c'est le fait de me retrouver un peu toute seule là-bas à 18 ans qui a. Si j'avais pas été aussi loin, si j'avais pas été. Seule? Ouais, seule. Je suis pas sûre que j'aurais eu ce raisonnement-là. Tu te retrouves un peu seule face à toi-même. Ça fait un peu psychologie de comptoir, ce que j'ai dit. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, j'avais des copains de mon école. On était je sais pas, on devait être 5 à Wellington, parce que j'étais à la capitale. Donc, j'étais pas seule. Mais ouais, ça là-dessus, je pense que ça a changé ma vie et ça a changé le sens que j'ai donné à ce que je voulais faire. Donc, ça m'a beaucoup impacté. Ok. L'Australie, c'était un peu dans la continuité, donc je le mets un petit peu dans le même. C'était que 6 mois, c'était génial. Hein. J'ai adoré l'Australie et je rêve d'y retourner, mais c'est surtout la Nouvelle-Zélande qui m'a impactée. Et puis le Michigan, c'était le début de ma carrière. C'était mon vrai premier boulot. C'est là où j'ai eu mon premier enfant. J'étais notre première maison, donc c'est différent. C'est une autre phase de vie. C'est un peu la phase des premiers. Ouais, c'est ma adult era qui a commencé dans le Michigan. Et le Colorado, c'est la naissance de notre deuxième. Et puis c'est la fin de notre expérience aux USA. Je pense qu'on
on réalise à moitié là ce qui est en train de se passer parce que du coup on part dans 3 semaines. Ouais, ça vient vachement vite. Et c'est 7 ans quoi. Et donc c'est une grosse phase de notre vie. En fait, nous, donc on se connaît depuis 10 ans et on a passé 70% de notre aux US. Voilà, de notre vie à deux ici. Donc c'est un énorme morceau quoi. Nos 2 enfants sont américains. Donc ouais, de finir, on est ravis en fait que ça finisse au Colorado parce que on a adoré cet état, on en a vachement profité. Vraiment, on a beaucoup randonné, on a fait vachement de VTT. Du ski aussi. Ouais, du ski. On a mis notre fils au ski l'hiver dernier. Donc c'est chouette. C'est un beau moyen de terminer cette expérience. Et je me dis, au début, j'avais peur de quitter les États-Unis en ayant un genre de remords, enfin en me disant, ah là là, est-ce que t'es sûr que c'est le bon choix? Bon là, aujourd'hui, du coup, on n'a plus le choix. Donc ça simplifie un petit peu les choses. Et en fait, de terminer dans un état qu'on aime profondément, avec une vie au quotidien qu'on aime tant, du coup, on finit sur une belle, sur une belle parenthèse. Donc, puis on reviendra en vacances. Ouais. Et puis tu resteras en fait toujours lié aux États-Unis, comme tu dis. Tes enfants sont américains. Forcément, ça fait partie de leur histoire aussi. Ouais, il faudra qu'on leur montre. Où est-ce qu'ils sont nés et où est-ce qu'ils ont fait leur première... Ouais, Charles aura peut-être plus de souvenirs que Mao. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, là, si tu regardes tout ton parcours, ce chapitre américain, est-ce que tu referais tout pareil? Est-ce que, je sais pas, si tu pouvais revenir en arrière, pas forcément pour réécrire l'histoire, tu vois, mais est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais te chuchoter au creux de l'oreille et à quel moment est-ce que tu le ferais? Sur l'expérience américaine, je pense que plus oser. Tu vois, la carte verte, on a attendu 2 ans avant de la demander. Plus avoir le culot de se dire bah non, en fait on a un projet de rester ici. Ouais. C'est aussi un projet avec la société du coup d'Étienne. Si on l'avait demandé plus tôt, on n'aurait pas été dans cette situation aujourd'hui. Après, tu crois au destin ou pas? C'est ce que je me dis c'était peut-être meant to be. Ouais. Et pareil du coup pour le Colorado, demander 1 an plus tôt quoi, pour avoir peut-être 4 ans dans le Michigan et 3 ans dans le Colorado. Après comme tu dis quoi, je pense que on a aussi des amitiés très très fortes dans le Michigan qui perdurent aujourd'hui et peut-être que ces amitiés là nous ont beaucoup aidés quand on était dans le Michigan et voilà, et peut-être qu'on aurait moins eu ces relations là si on avait passé que 4 ans. Donc ouais, refaire pour le coup j'essaie de pas trop refaire le passé, refaire l'histoire, ouais. Mais c'est peut-être les 2 choses sur lesquelles juste nous dire d'oser, oser un peu plus. Et ça c'est quelque chose que je retire de la culture américaine pour le coup. Ils ont cette confiance qu'on leur apprend dès le plus jeune âge qui manque peut-être un petit peu en France. Où ils sont vachement plus poussés à avoir confiance en eux et à oser. Et ça je sais que j'ai vachement grandi par rapport à ça. D'accord. Mais ouais, c'est tout, je pense. Et bravo. Merci. Comment tu te sens là du coup aujourd'hui par rapport à tes 3 dernières semaines aux États-Unis et puis l'arrivée, l'atterrissage en Allemagne à 4? Ça va, on sait que l'été va être un peu rock'n'roll parce que du coup la crèche et l'école pour Charles et Mao commencent début septembre. Donc on a 2 mois où heureusement on a des grands-parents des 2 côtés qui sont géniaux et qui vont nous aider. Mais donc forcément on va être chez mes beaux-parents puis ensuite chez ma mère en Bretagne. Et même si on y est super bien et qui vont vachement, c'est pas comme être dans ta maison bien avec sûr. Les jouets, avec bien les sûr. Repères. Donc on sait que les 2 mois vont être certainement un petit peu fatigants pour nous. Après, je le vois aussi comme une énorme chance pour les enfants de passer vachement de temps avec leurs cousins, leurs grands-parents et vraiment profiter de l'été. Donc, on va essayer de capitaliser là-dessus. Donc, ouais, hâte j'ai envie de profiter de l'été, mais hâte aussi de septembre d'être dans notre maison et de voir ce que c'est cette nouvelle vie, quoi. Ouais. Et trop bien. Écoute, je te souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité à partager ces dernières années. Je sais que ça va être quelque chose de chouette à partager avec les enfants quand ils grandiront. Donc, trop bien.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Marie d'être venue jusqu'à moi pour me rencontrer, pour me partager un morceau de son histoire et de son chapitre américain. Depuis qu'on s'est parlé, Marie et sa famille ont plié bagages littéralement et se sont installés en Europe. On leur souhaite une merveilleuse installation et puis que tous leurs rêves et projets se réalisent dans cette nouvelle vie. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en partageant cet épisode auprès de certains et certaines que ça pourrait intéresser ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux ou en nous laissant un petit mot. Ça compte énormément. Alors merci par avance. La semaine prochaine, on va se poser une question qui est hyper importante. Comment est-ce qu'on peut concrètement concilier expatriation et empreinte carbone ? Je vous laisse découvrir un petit extrait. Dans l'empreinte carbone, en fait, les principaux postes d'émission, il y en a 4 qui sont la manière dont on se déplace, donc les transports, la manière dont on se nourrit, la manière dont on se loge, donc tout ce qui va être maison, le chauffage, etc. Et ce qu'on va acheter, donc tous les équipements pour meubler, les téléphones, etc. Et après, il y a le dernier pilier sur lequel on n'a aucune influence, qui est un petit peu, mais c'est la dépense publique, donc les hôpitaux, les écoles. Donc on a une influence moins directe, c'est-à-dire c'est la manière dont on vote, mais on n'a pas un effet direct. Et du coup, l'un des postes d'émission, c'est la partie déplacement. Et quand on s'expatrie, il y a la question du fait qu'on va rentrer voir nos familles et nos familles vont venir nous voir. Et donc, on s'était dit qu'on voulait pouvoir s'expatrier dans un pays qui soit accessible en train, potentiellement en ferry, parce qu'on avait l'Irlande qui était sur notre liste. Mais du coup, voilà, se restreindre à l'Europe pour pouvoir rentrer en train avec du coup des émissions qui soient beaucoup plus réduites. Voilà, cette fois c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci d'être là chaque semaine. J'espère que vous passez un bel été. Je vous retrouve de mon côté mardi prochain pour découvrir cette nouvelle histoire. À très vite.